Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Paris Fan. Ça y est, on y est. Ça fait peut-être des jours, peut-être des semaines qu'on vous tease cette vidéo avec Laouni et on y est enfin. Voilà, donc on devait avoir un, un- un arbitre avec nous. Nico devait être présent. Malheureusement, il ne peut pas être là pour des raisons personnelles. Voilà, on lui envoie plein de force. Rien de grave en tout cas, on vous rassure. Mais ce qui devait ressembler à un combat de boxe sera en fait un combat de rue. Voilà, fin de match, de l'énervement, des choses à se dire. Et pour ça, moi, j'ai sorti les gants de boxe. On est parti. C'est la bagarre sur Campos. Laouni, comment ça va? Bah écoute, ça va, impeccable. Salut à tous et à toutes. Bah ouais, comme tu l'as dit, grosse vidéo Campos. Certes, grosse bagarre, oui, annoncée forcément. Le soufflet, il est un peu retombé parce que forcément la saison, elle est finie. Donc on peut tirer des conclusions, mais c'est vrai qu'il y a des choses à dire forcément sur cette vidéo. Et chers amis, moi, je suis ravi de faire cette vidéo en visio parce que je ne me serais pas mesuré physiquement face à Laouni qui doit faire 3 ou 4 fois ma carrure. Voilà, donc on est parti. On est parti pour le live. C'est parti. Rendez-vous. Ah, Campos. On commence cette vidéo. Donc, les amis, comment ça va se passer? Petite intro rapide et après, on va passer joueur par joueur. Je vais vous faire la liste de tous les joueurs qui sont venus avec un petit commentaire. Et après, Laouni va pouvoir répondre dessus, voilà, sur le recrutement de Père Dodu, comme il aime tant l'appeler. Bon, avant toute chose, moi j'aimerais dire que je ne suis pas un pro Campos ni un anti Campos. Voilà, moi je suis un pro rien du tout, je ne suis qu'un pro Paris Saint-Germain. Mais par contre, je n'aime pas l'injustice et les gens qui, alors je dis pas Laouni, hein, mais des gens en tout cas qu'on peut voir sur les réseaux sociaux qui critiquent beaucoup Campos pour tous les choix qui ont été faits. Et puis moi, je me battrai toujours contre l'injustice. Voilà. Et dans ce débat, je vais essayer d'être le plus objectif possible et je vais mettre en avant des faits. Et des faits C'est qu'il ça. faut aussi prendre en compte, c'est-à-dire le mercato 2022, qui a été peut-être un peu catastrophique sur certains recrutements, mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu la prolongation d'Mbappé qui a complètement plombé le budget de ce mercato-là et qui a fait que, bah, en fait, on n'a pas pu vraiment bouger une oreille plus que l'autre, sachant qu'on avait en plus Neymar, Messi et voilà, Verratti, etc., qui sont des gros salaires, donc voilà, qui ont penché aussi un petit peu dans la balance. Au niveau des joueurs, donc je vais y aller crescendo. On a Cherendour qui est arrivé libre. On va voir ce que ça donne, mais ça reste une jeune pépite espoir italien qui a été dragué par beaucoup d'autres cadors européens lors du mercato où il arrive et qui, lors de son dernier match, là, très récemment, je crois que c'était hier ou avant-hier, avec l'équipe U23, enfin, avec l'équipe Espoir d'Italie, il a claqué un doublé. Bon, voilà, donc une pépite italienne, en tout cas, qui vient chez nous gratuitement, ça, c'est du Campos. Asensio, qui cotait 25 millions lors de son arrivée, il est arrivé libre. Il n'est pas arrivé avec une place de titulaire au Paris Saint-Germain, mais c'est un super sub que tu récupères, qui fait un très bon début de saison, qu'on a un peu perdu après mais que tu vois arriver libre. Voilà, donc à voir. En tout cas, pour le moment, c'est pas un mauvais coup. On reste encore un peu mitigé sur le truc, mais on peut dire que ça, c'est du Campos. Arnaud Tenas, libre, jeune pépite, espoir espagnol, qui nous a fait quand même de belles prestations cette année, qui était arrivé pour être gardien numéro 3, et qui quand même, franchement, on s'est dit, il sort d'où? C'était le mec qui jouait avec les jeunes au Barça, et franchement, bah, il nous a quand même pas mal impressionné. Du Campos. Mylan Skriniar, il était coté à 50 millions. À la base, c'est un joueur de 29 ans qui est arrivé libre, qui était, avant qu'il arrive au Paris Saint-Germain, je pense que tout le monde était unanime pour dire que c'était un des meilleurs milieux, enfin, pas, un des meilleurs défenseurs centrales d'Europe. Il rate clairement sa première année. Au pire, ça sera un projet trading, mais moi je l'ai trouvé intéressant en fin de saison. Donc j'ai envie de le voir encore déjà avec l'Euro pour voir ce que ça va donner. Ça va peut-être leur donner un peu de souffle et un peu de confiance. Et puis à voir ce que ça donnera. Moi j'ai envie de laisser une deuxième année parce que la première année au Paris Saint-Germain n'est jamais évidente. Donc à voir ce que ça donnera l'année prochaine. Et puis sinon, si ça ne marche pas, 2025, transfert. Tu l'as pris libre, tu peux peut-être leur vendre, allez, 25-30 millions, voire un peu plus en Arabie Saoudite ou dans ce genre de championnat. Donc tu peux faire un projet trading intéressant. Mukiele, valeur marchande. 20 millions. Tu l'achètes 12 millions. Donc quasiment 50% de rabais. Et franchement, moi, Mukiele, sur sa première saison, eh ben, je le trouve aussi bon, voire peut-être même meilleur que la prestation d'Hakimi, en tout cas de l'Hakimi de l'époque, pas cette année-là, mais la saison d'avant. Donc moi, j'ai trouvé que c'était vraiment une très bonne recrue qui est capable de jouer et en même temps défenseur central et en même temps latéral droit.
C'est vraiment dommage que cette année, on l'ait moins vu. Il a été même un peu moins bon que ce qu'on a pu voir. Mais voilà. Donc, moi, j'aimerais bien beaucoup le voir rester. Mais malheureusement, je pense que ça semble compromis. Mais pour moi, c'est du Campos. Tu achètes un joueur moitié prix. Franchement, pour les prestations qu'il nous a délivrées, 12 millions d'euros, je trouve que c'était quand même, le prix était quand même très, très raisonnable. Renato Sanchez, un milieu de terrain incroyable, peut-être même un des meilleurs milieu de terrain d'Europe quand il est vraiment à son prime et qu'il est en forme. Malheureusement, mais il n'est pas souvent en forme. Voilà, tu l'achètes 15 millions, c'est ce qu'il valait, hein. Voilà, je crois qu'il était même coté un peu plus. Est-ce que c'est un flop? Oui, c'est un flop qui est complet. Maintenant, je pense que tu laisseras un peu moins de plumes qu'un Idrissa Gueye, qu'un Icardi, qu'un Paredes, que tu es parti suracheter et que tu as sous-vendu au possible. Perso, moi, je le garde en fait l'année prochaine. Et je me dis que même s'il est disponible 30% de l'année, bah 30% de l'année, ça reste quand même un bon milieu de terrain qui peut rendre de très très bons services pour dépanner ou reposer certains cadres. Donc, pour le moment, c'est pas une grande réussite, mais écoute, à voir avec le staff de Luis Enrique ce que ça peut donner aussi, parce que les grands blessés, on les a vus cette année dans l'équipe de Luis Enrique, ils n'étaient pas si blessés que ça. Carlos Soler, tu l'achètes 18 millions quand il en vaut 50. Donc c'est quasiment 40, tu l'achètes quasiment 40% de son prix. Donc 60% de rabais. Voilà, c'était le taulier, c'est un taulier à Valence qui est venu à la base pour être la doublure de Neymar. Est-ce que c'est un flop? Oui, complètement. Mais à l'époque, comment est-ce que tu aurais pu imaginer que ça aurait pu être un flop? Parce qu'en fait, il avait fait des très bonnes. Les deux dernières saisons avant de venir au Paris Saint-Germain, il te met 12 buts par saison. Et puis, c'était un joueur qui était capable de jouer milieu central, milieu droit, milieu gauche, 10 et même ailier droit. Et chez nous, il a même joué latéral droit et je crois même latéral gauche. Bon, tu as fait une super opération sur le plan argent monétaire. C'était un bon joueur à Valence et il floppe au Paris Saint-Germain. Tu ne pouvais pas le savoir. Est-ce que c'est un flop? Oui, clairement, mais tu ne pouvais pas le savoir quand tu l'achètes. Et c'était pourtant sur le papier une belle opération et je pense qu'on était quand même pas mal à être assez hypé de le voir arriver à ce prix si dérisoire. Fabien Ruiz, c'est un peu pareil. Voilà, c'est un joueur qui a été très important au Napoli, qui était titulaire indiscutable avec cette équipe, qui avait un très bon pied gauche, une qualité de frappe en dehors de la surface incroyable, qu'on n'a pas vu malheureusement beaucoup au Paris Saint-Germain. Mais lui, tu l'achètes 22 millions quand il en vaut 55. Donc pareil, tu n'es pas loin du tiers du prix de ce joueur. Il est capable de jouer milieu central, milieu défensif et même parfois milieu droit, milieu gauche. Donc c'est quand même un joueur qui te fait du bien, qui est arrivé voilà, pour dépanner. Puis surtout, Carlos Soler et Ruiz, ils arrivent vraiment à la fin du mercato quand tu es sur les négociations bien avancées, à mon avis, de la prolongation d'Mbappé, qui te sucre tout l'argent de ce mercato aussi. Tu as après Gabriel Moscardo. Il en vaut 20, tu l'achètes 20. Voilà. Donc, on va voir ce que ça va donner. Voilà. Donc, fini le Paris Saint-Germain de se faire enfler, en tout cas sur des prix de jeunes prospects. C'est une jeune pépite brésilienne que, d'après pas mal de sources, il est super bon. Et il y a beaucoup de cadres européens qui étaient dessus. On va voir ce que ça donne. Mais tu vois, les Corinthians voulaient le garder encore. Ils voulaient que le joueur prolonge une année de plus en prêt. Le Paris Saint-Germain a refusé. Arthur en dit du plus grand bien. Donc là, on est clairement sur du Campos. Lucas Beraldo, tu l'achètes 20, il en vaut 20. Aujourd'hui, il arrive dans ton équipe, alors que lui, il n'a pas eu de vacances. Il enchaîne quasiment 2 saisons pleines parce que les saisons au Brésil, c'est d'hiver en hiver. Donc le mec, il a fait une saison complète, paf, il réenchaîne encore. Donc une saison et demie sans s'arrêter, alors qu'il était titulaire dans son équipe aussi et qu'il a été quasiment titulaire chez nous aussi la plupart du temps à cause des blessures et des méformes. Bah, le mec, il s'est plutôt vachement bien intégré, en tout cas dans l'équipe. Et puis, vers la fin, il commençait à être même assez à l'aise au poste de latéral gauche qui lui avait fait défaut à son arrivée. Donc ça, c'est du Campos à 100%. Quand Gingli, tu l'achètes 22 millions, il cote à 22 millions. C'est un des meilleurs dribbleurs de Liga. Il nous a fait rêver en début de saison. Voilà, après, il y a eu des blessures, les compétitions nationales, ce qui fait qu'on l'a peu vu, qu'il a eu peu de temps pour jouer avec l'équipe et s'habituer aussi avec l'équipe du Paris Saint-Germain, comme d'autres joueurs ont pu, eux, avoir du temps de jeu. Mais en fin de saison, moi, j'ai trouvé qu'il se lâchait plus et j'ai hâte de le voir la saison prochaine. Et là, avec l'équipe nationale, en ce moment-là, il est en train de faire du sale. Donc, franchement, ça, c'est du Campos aussi. Et Kitike. Alors, Kitike, jeune pépite du Stade de Reims, où tu as plein d'équipes européennes qui étaient dessus, notamment Newcastle. Il sort d'une top saison avec Reims et il a floppé chez nous. Il cotait 20 millions, tu l'achètes 30 millions. Tu l'as revendu 18 avec bonus et un pourcentage à la revente. Bon, on va dire que c'est pas impossible qu'au final, tu sois bénéficiaire de ce transfert parce que s'il explose en Bundesliga, on sait très bien comment ça se passe le trading en Bundesliga, tu fais une super saison, tu passes peut-être de 10 millions à 80 millions en fin de saison. Donc, on ne sait pas comment ça peut se passer.
Voilà, donc écoute, tu l'as pas acheté beaucoup plus cher que ce qu'il valait. Tu as un peu perdu d'argent dessus, effectivement. Maintenant, c'est pas impossible qu'avec un transfert plus tard, tu puisses récupérer un peu ta mise de départ. Vitinha, il était coté à 30 millions. Tu as fait péter sa clause libératoire à 40 millions. Donc tu l'as pas vraiment suracheté non plus, hein. Voilà, pour éviter la concurrence. Première année compliquée, tout le monde voulait débarquer Vitinul à l'époque. Et aujourd'hui, c'est le meilleur joueur de ta saison au Paris Saint-Germain et c'est un des meilleurs joueurs de Ligue des Champions parce qu'il fait partie même de l'équipe type. Bon, ben en fait, il semble beaucoup plus libéré, pourvu que ça dure et que ça soit pas juste un coup de forme et que ça reste dans la durée. Avec l'équipe portugaise, là, il fait vraiment des choses incroyables au milieu de terrain. Et en fait, je me dis que si on n'avait pas été un peu patient, bah, on aurait pu le regretter très fort. Donc, moi, je dis ça parce que c'est valable pour Vitinha, mais ça peut être valable pour beaucoup d'autres joueurs qui sont au Paris Saint-Germain et qui n'ont pas su donner satisfaction la première année. Je pense à Colomoni, je pense à Malen Skriniar et qui sont des joueurs qui ont prouvé qu'ils savent faire des bonnes choses. Wait and see. Barcola, tu mets 45 millions sur un minot qui en valait 18 à l'époque, où ça criait haut et fort. Oui, c'est un jeune prospect qui est très percutant, mais s'il n'est pas titulaire à Lyon, il ne sera jamais titulaire au Paris Saint-Germain, il va cirer le banc, c'est un mauvais choix de carrière pour lui, etc. Bon, aujourd'hui, il en vaut 50, il fait une super saison. Il a même été élu recrue de Ligue 1 cette année. Il est appelé en équipe de France, il fait partie des joueurs dynamiteurs de l'équipe de France et qui a tout à fait sa place pour rivaliser avec les tauliers de l'équipe de France. Donc franchement, bah, en fait, c'est le seul joueur sous Campos, vous allez voir, que tu as suracheté. Vraiment que tu as pété ils vont un prix, bah, tu surpayes ce joueur-là. Mais bon, finalement, en fait, c'est un pari qui est gagnant et ça, c'est du Campos. Lucas Hernandez, valeur marchande 45 millions. On arrive à la fin des joueurs Laouni et après, je te laisse répondre à tout ça. Lucas Hernandez, valeur marchande 45, tu l'achètes 45. Bon, moi personnellement, j'étais pas trop dessus parce que blessure, etc. Et finalement, bah, il a rendu bien plus que des fiers services. On lui souhaite un très bon rétablissement et on a hâte de le revoir en forme. Bien Est-ce sûr. que c'est du Campos? C'est pas trop, mais en tout cas, on achète le prix du joueur. Ousmane Dembélé, coté à 60 millions. On l'a eu à 50. Je crois qu'on n'était pas loin de l'avoir à 25 millions avec des histoires de clauses, de détails de contrat, etc. Mais de tête, Dembélé a fait traîner un peu la chose et le Barça aussi parce qu'il souhaitait que le Barça soit rétribué à la juste valeur, etc. Et ben c'est louable, c'est tout à fait louable de la part de Dembélé, c'est même très classe. Voilà, bravo. Moi, j'en voulais pas hein, parce que j'aime pas le personnage de par ce qu'on peut entendre sur lui, mais depuis qu'apparemment il s'est marié, ça va beaucoup mieux. Il est beaucoup plus professionnel et puis il était souvent blessé. Voilà. Et donc moi, c'est un joueur qui m'a clairement fait mentir. Pour moi, finalement, ça a été le meilleur attaquant cette saison. Je voulais aussi dire voilà, que malgré sa finition, moi qui me rend complètement dingue parce elle est quasiment béante et inexistante, ben, ça reste effectivement le meilleur attaquant cette saison. Et puis je crois que c'est le meilleur passeur de Ligue 1, si je ne dis pas de bêtises. Donc encore une fois, bravo Campos. Ugarte, valeur marchande, 50 millions. Tu payes sa clause, 60 millions. Donc tu l'as pas tant surpayé non plus. Voilà, il y a une grosse concurrence sur ce dossier. Il a fait un super début de saison. Et après, il y a eu un trou d'air. Voilà. Mais ça, on sait qu'il est capable parce qu'il a fait plusieurs bons matchs. C'est pas un seul match, hein, comme Idrissa Gueye qui avait sorti un match référence face au Real Madrid et qu'après on n'a plus vu sur le reste de son parcours avec le PSG. Là, il a quand même enchaîné plusieurs matchs à haute intensité. Voilà. Donc après, moi, on m'a dit que c'était pas normal, qu'il n'avait pas eu tout ce niveau-là et que ça allait se casser la gueule à un moment donné pour mes amis qui suivaient la Ligue portugaise et ils ne sont pas plantés. Maintenant, c'est un joueur qui est capable et qui peut faire des choses. Voilà. Donc, c'est un peu, c'est un coup Campos, mais c'est comme peut-être Vitinha. Peut-être qu'il faut être aussi un poil patient et que la première année, elle n'est pas évidente à digérer, qu'il faut attendre un petit peu aussi. Ou sinon, il faut le prêter et puis voir ce que ça va se donner. Allez, les deux derniers joueurs. Gonzalo Ramos, l'été 2023. Tu as une énorme crise du neuf. Une énorme crise du neuf. Tous les neufs qui étaient disponibles sur le marché, ils ont été survendus. Mais survendus, surachetés, il en valait 50 millions, Gonzalo Ramos. Tu l'achètes 65 millions. C'est pas énorme. Tu l'achètes pas, tu le surachètes pas énorme. Et moi, j'ai donné un exemple. Tu as Aulund, que je voulais absolument voir venir chez nous, où il y avait des moqueries en interne de chez Paris Fan parce que je le voulais absolument, que je l'adorais, machin. Bon, bah lui, il valait 43 millions. Et Manchester United l'achète 75 millions. Là, effectivement, il y a quand même un gap, il y a un delta qui est relativement énorme, hein. Tu vois, comme Anthony à l'époque, qui valait 35 millions, qui a été vendu 95 millions, et qui finalement flop. Voilà, mais ça, on en parle un petit peu moins, on préfère parler des joueurs du Paris Saint-Germain. Ben, Ramos, il a montré de belles choses, voilà, avec un temps de jeu qui est très réduit, dans une équipe qui est complètement nouvelle, avec un système de jeu qui est totalement nouveau, dans une compétition nouvelle, machin, etc. Voilà, donc il est jeune. Moi, j'y crois. Je pense qu'il lui faut un peu de concurrence, mais plus de temps de jeu aussi. Donc voilà, il avait la route un peu barrée avec Mbappé qui avait été repositionné dans l'axe. Peut-être que si l'année prochaine il est dans l'axe,
avec un autre joueur qui a une bonne rotation, ça peut être intéressant. Moi, Ramos titulaire, ça ne me dérange pas du tout parce que tu regardes les matchs du Portugal, il a été très bon et souvent, il est même impliqué très souvent dans l'avant-dernière passe qui mène à un but et son placement est vraiment intéressant, les efforts défensifs, bref, on adore. Et le dernier joueur, et après, moi, je me tais à vie, c'est Kolo Muani qui a fini, mine de rien, Kolo Muani, troisième meilleur buteur de cette saison, en ayant un temps de jeu qui est à peu près 40-50% de temps de jeu possible. Il avait une valeur marchande à l'époque de 80 millions. Voilà. En fait, il y avait la crise du neuf parce que soit les neufs qui étaient en place n'étaient pas à vendre, ou soit les équipes qui étaient vendeuses, elles étaient très peu nombreuses. Donc, tu avais très peu de personnes sur le marché. Et en fait, les amis, ce qu'on appelle la loi de l'offre et la demande, bah, plus tu as de demandes et moins tu as d'offres, plus les prix sont chers et inversement. Donc là, il y avait énormément de gens qui recherchaient un neuf, très peu de clubs étaient vendeurs. Bah forcément, ça donnait voilà, des prix très chers. Mais maintenant, il valait 80 millions, c'était son prix de cote. Donc, c'était son prix de cote 80 millions, tu l'achètes 95. Par rapport à son prix marché, tu le surachètes pas vraiment. Tu surachètes le joueur, certes, parce qu'il est parti libre et puis finalement, il a fait une cote incroyable. Mais voilà, il sort d'une super saison avec Francfort, il est international français. Voilà, il y a plein de gens qui étaient très heureux de le voir arriver. Moi, j'ai vu personne qui a dit je n'en veux pas. Peut-être pas à ce prix-là, certes, mais en tout cas, personne n'a dit qu'il n'en voulait pas. Et puis, en fait, c'est surtout Nasser qui était à la manœuvre sur ce plan-là. C'était pas tellement Campos. Là, on va parler de Campos. Et à mon avis, je pense que Kylian Mbappé, il devait faire une crise derrière. Il devait même peut-être mettre sa prolongation en jeu en disant, écoute, moi, si il n'y a pas mon ami qui vient, machin, etc. Enfin, s'il vient, ça m'aiderait quand même beaucoup aussi à me décider. Bon, ça a dû jouer dans les négos. Au final, tu le ramènes, voilà. Et c'est Nasser qui monte au créneau et pas Campos. Donc, je ne sais pas si on peut mettre vraiment comment dire, le transfert de Kolo Muani sur Campos. Voilà pour en tout cas le statut Campos. Qui est-ce qu'il a ramené? Qui est venu sous l'art Campos? Et pourrais-tu me donner l'addition de tout ça, s'il te plaît? Je me demande si je ne l'ai pas faite. Ah, Attends. Donc, la balance de Luis Campos sur les achats. Donc, les achats, il a fait. Tu vois, j'ai bien fait mon travail, hein. Tu l'as, toi, ou pas aussi? Mais si, parce à qu'on peu s'est près 600 partagé. millions? Hein? Il 600 a millions? acheté, il a acheté, attention, 563 millions,5. Il a vendu. Mais attention, aux ventes, c'était pas Campos. Aux ventes, c'était Antero Henrique. Il ne faut pas l'oublier que c'est Antero Henrique qui avait la mission de vendre des joueurs et qui a quand même bien fait son travail aussi parce qu'il a réussi à vendre Verratti. Bon, au Qatar, est-ce que c'est pas un transfert un peu. Voilà, mais Neymar en Arabie Saoudite qui a été vendu 90 millions, personne ne pensait qu'il serait vendu aussi cher. Et il a vendu pour 268 millions. Donc, ce qui fait une différence de moins. Il y a une perte, effectivement, entre l'achat et les reventes de 294 millions d'euros. Mais attention, qui est-ce qui a acheté aussi les joueurs très très chers sur les années précédentes, comme Neymar ou Mbappé, etc., à 220 millions et à 180 millions? C'est aussi ce qui vient un petit peu creuser cet écart entre les prix d'achat et les prix de vente des joueurs. Neymar, ça te creuse complètement le fossé aussi. Oui, non, Neymar, ça te creuse complètement le fossé. Mais moi, ce qui me fait mal à la fin dans le fossé, un budget à 500, 600 millions d'euros, c'est quand tu regardes les joueurs utilisés par Luis Enrique, bah, y a pas grand-chose, à part Hernandez qui arrive à revenir et malheureusement, il rechute. Barcola, qui est vraiment le joueur qui a explosé, qui a été la surprise. Et Vitinha, pour le reste, ça fait quand même très cher, très très cher pour avoir, entre guillemets, c'est pas un directeur sportif, c'est un conseiller sportif, entre guillemets, qui vient, entre guillemets, te chuchoter des promos, des joueurs. Moi, j'aime bien Luis Campos. Si on aurait été le Paris Saint-Germain il y a 10, 15 ans en arrière, on n'a pas trop de budget. On l'a vu avec eux. Ce qu'il a fait avec Lille, ce qu'il a fait avec Monaco, ça a été monstrueux. En plus, c'est des joueurs derrière qui vont surperformer, que tu vas pouvoir en plus revendre un peu plus cher. J'ai l'impression que cette méthode-là, au Paris Saint-Germain, je ne pense pas que ça va marcher. Et pour moi, c'est pas la bonne option, en fait. Parce que quand tu t'aperçois que, par exemple, un mec comme Ugarte, tu lèves une clause à 60 millions d'euros, entre guillemets, à quoi il a servi Ugarte cette saison? À quoi un conseiller sportif t'a appuyé aujourd'hui? Alors, certes, Luis Enrique, il est arrivé, il a été parachuté, encore une fois, dans un énorme bordel. Et tu l'as dit, il faut reconstruire. Il y a un avant, il y a un après, comme toute équipe. Mais il y a quand même, encore une fois, une base à refaire, à reconstruire. Et je le dis, le soufflet, il est un peu redescendu parce que sur ce qu'on a vu, même si le PSG, le bilan sur la saison, on va pas tomber sur le Paris Saint-Germain. Personne n'aurait misé à ce que le PSG
fasse une demi-finale de Ligue des Champions et une bonne saison aussi en Ligue 1 tout en étant champion, hein, parce qu'il faut aller les gagner, les titres, il faut aller les jouer, les matchs malgré tout. Mais c'est vrai que je pense que c'est le conseiller sportif ou le directeur sportif le plus dépensier qu'il y a eu au Paris Saint-Germain. Et je m'aperçois que dans tout ça, bah, sur le catalogue de Georges Mendes, je m'aperçois en plus qu'on n'a pas les premiers choix. Quand je vois que Roi Cancelo ou Roi Félix, pardonnez-moi pour la prononciation, c'est des joueurs qui arrivent à Barcelone, parachutés là-bas, dans un club qui a absolument pas de moyens, où ils arrivent à faire le transfert, en plus avec des salaires qui sont tout autant respectables, là où nous, on paye constamment des joueurs au prix fort, dans toujours des salaires dérisoires. Hein. Tu le dis, un Skriniar, il est arrivé gratuit, mais c'est un salaire qui coûte très cher, comme d'autres à la fois. Et ces mecs-là, pour aller le revendre, ça fait mal. Tu l'as dit, Hugo Ekitike, moi, c'est choquant qu'il arrive au PSG. On a vu que ça a rien donné. Kang Gindi, qui est un joueur que je peux aimer aussi, mais c'était à Majorque. On voit à Paris, ça a été très compliqué. Après une deuxième saison, ça vaut le tour, histoire de voir ce que ça peut donner. Mais c'est vrai que quand on attend quelqu'un qui va essayer de. Moi, pour moi, c'était quelqu'un en fait, qui allait mettre en fait, des idées sur des postes en fait, où il y a des zones d'ombre. Bah, depuis Rabiot, depuis Matuidi, entre guillemets, c'est ces joueurs clés en milieu de terrain qu'on a besoin. On a fait une vidéo aussi tous ensemble où on réclame tous des défenseurs. Actuellement, à part les Nioro, très honnêtement, il n'y a pas de piste. Pareil sur le poste d'avant-centre où qui va remplacer Mbappé à l'heure d'aujourd'hui. C'est un petit peu comme à la pêche, on amorce avant, on envoie les cannes, on voit que le mercato il a lancé, même si le Paris Saint-Germain a pris énormément d'avance, on s'aperçoit qu'on bute sur énormément de gros dossiers, là où à l'époque peut-être que Leonardo les débloquer, les joueurs premium, les joueurs vraiment premier catalogue ou même second choix qui sont vraiment des top players. Je prends Vara par exemple, on voit que c'est un flop par exemple avec Campos, là où à l'époque Leonardo a réussi à quand même débaucher Cavani du Napoli. Là, à l'époque, il fallait quand même le sortir, Napoli, et négocier avec le président de Napoli pour aller le sortir, lui et Ezequiel Lavelzi à l'époque. Il fallait le faire. Et à la table, en Italie, c'est rude et c'est costaud. Il faut montrer, entre guillemets, les muscles. Leonardo, il a su les montrer. Là où Père Dodu est un peu plus graisseux, je trouve, dans les discours, peut-être dans les échanges, dans les débats. Et c'est vrai que je te relance la balle. Aujourd'hui, John, je pense que tu pourrais être directeur sportif parce que je m'aperçois que moi aussi, je pourrais l'être. Il a levé plus de clauses que d'avoir réellement pisté ou finé réellement des postes clés. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, Luis Enrique, il demande aussi des vraies garanties. Ce qui est bien, c'est que tout le monde travaille en harmonie aussi au PSG. Moi, j'avais demandé le départ de Luis Campos, mais si ces gens-là arrivent à ramener de la stabilité, pourquoi pas? Mais après, il y a toujours cette petite musique au PSG où la soupe, elle est très bonne. Georges Mendes, il arrive à placer ses joueurs. Lui, il arrive à toucher ses coms. Quand on entend qu'au poste de numéro 9, il y a Colomwani, et tu l'as dit, et Ramos qui sont là, mais apparemment, on attend Victor Osimhen. Il n'a rien à faire au Paris Saint-Germain là, mais c'est juste encore pour essayer de prendre encore un peu des sous et que tout le monde s'en met plein les fouilles. Et j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de logique sportive dans ce club, avec une vraie vision, un vrai projet sur les postes clés, réellement là où on a besoin. Je te refais la passe. Mais quand Guardiola il arrive à City, le premier mec qui arrive, c'est Rodri de l'Atlético Madrid en numéro 6 et vice-versa, jusqu'à Erling Haaland au poste numéro 9 ou même Guardiola, qui est quelqu'un qui est réputé où il n'aime pas trop jouer en numéro 9 en PL et pour aller tout en haut, pour aller gagner les coupes, tu as besoin d'un vrai matador devant. Et on a vu que c'était Haaland, la dernière grosse pièce maîtresse. Et c'est vrai qu'au PSG, j'aimerais qu'il y ait un peu plus de logique sportive et moins de business et de placement finalement. Ouais, je suis d'accord. Après, Campos, on l'a tous vu arriver en se disant super, on va avoir un dénicheur de talent. Et c'est pour ça qu'il est connu aussi dans le milieu, hein, avec ce qu'il a fait à Monaco, ce qu'il a fait à Lille. Et on espère aujourd'hui qu'il va faire la même chose au Paris Saint-Germain. Et il n'y a pas que des erreurs. Tu vois, aujourd'hui, Vitinha, c'est un bon exemple. Beraldo, je pense que ça peut être un bon exemple aussi. Si Moscardo se révèle être un super numéro 6 aussi, ça peut être vraiment une belle voilà, il y a pas que des ratés en fait si tu veux. Et tu vois, Barcola c'est aussi c'est un très tu vois, aujourd'hui tu peux prendre qui? Barcola, Vitinha, Kangingli, on va voir, mais tu as Beraldo, Moscardo, on va voir, mais ça semble plutôt pas mal. Bon, tu as eu Mukele, mais Mukele malheureusement qui a pas eu le temps de jouer le temps de jeu qu'il méritait.
Voilà, après, sur toutes les personnes qu'il peut ramener, il peut pas faire que des top trucs. Tu vois, Ramos, aujourd'hui, moi, je vois peu de personnes, en tout cas du Paris Saint-Germain ou fans du Paris Saint-Germain, dire oh, Ramos, j'aime pas du tout, faut qu'il dégage. Au pire, peut-être des gens qui disent à la limite, faut peut-être le prêter pour qu'il soit titulaire dans un club et prendre de l'expérience, ce qui est pas non plus inintéressant. Mais tu vois, pareil, donc il y a quand même quelques joueurs. Et après, Campos, tu vois, quand tu prends ses plus grandes recrues, ses meilleures recrues, on a peut-être une quinzaine, entre guillemets, tu vois, sur les clubs qu'il a pu faire. Mais il n'a pas recruté que 15 joueurs, il en a recruté plein. Et c'est un petit peu comme tout. Genre, quand tu vas aller, j'en sais rien, quand tu vas faire quand tu fais un recrutement d'équipe ou machin, bah, tu en as forcément certains qui vont briller plus que d'autres, où vraiment c'est des super coups, voire des braquages. Puis tu en as d'autres où ça restera peut-être moyen, etc. Tu peux pas faire que des top recrutements à chaque fois, sinon ça se saurait. Après, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que Enrique, en fait, il n'a pas ramené grand monde parce que lui, il est arrivé dans un PSG où quasiment toute l'équipe était déjà recrutée ou en tout cas les contrats étaient sur le point d'être signés. Donc, il a essayé de bricoler un peu comme il a pu. Et les vraies premières recrues pour moi qui sont made in Enrique Campos, bah, c'est Moscardo, c'est Beraldo et il y a le gardien russe Savonov, si je dis pas si je n'écorche pas son nom, qui devrait arriver ou qui devrait être officialisé très prochainement. Donc, moi, Campos, en fait, quand je fais un peu le bilan de tout ça, je me dis que soit on a acheté des prix, soit on a acheté des joueurs qui étaient à leur prix, soit beaucoup, 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 beaucoup moins cher, à l'image d'un Solaire ou d'un Ruiz ou d'un Mukele, qui étaient, alors franchement, soit des bons joueurs, qui ont toujours été des bons joueurs, ou qui étaient bons où ils étaient, ou soit un tout petit peu plus cher que ce qu'ils valaient. Et le seul joueur vraiment qu'on a suracheté par rapport au prix marché, et encore une fois, attention, le prix marché, c'est une cote, c'est le prix marché. Je ne dis pas que c'est le prix valeur, le prix réel d'un joueur, parce que aucun joueur n'a un prix réel en vrai, et ça dépendra de chaque personne. Tu vois, moi, Mukele, pour moi, il vaut 50 millions, mais il y en a qui vont dire qu'il vaut rien. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est Barcola et c'est le seul. Quand tu prends tous les joueurs que Campos, je sais pas, il y en a peut-être une quinzaine ou une vingtaine. Quand tu prends tous les joueurs que Campos a ramenés, tu en as un seul que tu as suracheté par rapport à sa cote. Donc en fait, nous, on s'est dit qu'on en a marre d'être la poule aux œufs d'or, entre guillemets, et la vache à lait de toute l'Europe, ou voilà, d'être un peu. Voilà, quand tu te prends des douilles comme Ressé, comme Paredes, comme Duguay, comme. Non, je crois qu'Herrera était venu libre, mais bon. Icardi, mais quel braquage Icardi, tu l'achètes 70 millions quasiment ou 65 millions, tu le refais partir à 15 millions, un truc comme ça. Il a rien foutu, il a foutu Cavani sur le banc qui est parti après l'air. Enfin, tu vois, là, franchement, là, c'était une gestion catastrophique quand même, quoi. Qu'est-ce que tu nous ramènes Icardi alors que tu as Cavani qui fait un top jeu, etc. Bah, aujourd'hui, voilà, et moi, ce que j'ai envie de voir, c'est le mercato de cet été aussi. Déjà, celui de cet hiver, regarde, on n'a pas fait de folie. Franchement, tu regardes, d'habitude, on fait des panic buy, on va prendre des joueurs à la dernière minute qui sont super chers parce qu'en fait, on est en racera pas possible. Là, on n'a pas fait de panic buy, quoi. Tu vois, on a fait à la limite, les seuls derniers achats qu'on a fait en se disant, allez, on y va vite fait, c'est parce que c'est des joueurs qui ont été sous-payés, sous-achetés au possible. Voilà, Solaire et Ruiz, je répète, hein, c'est encore, on arrive sur un mercato, en fait, tu es en train de prolonger Mbappé, donc tu n'as plus de sous, tu es vraiment en ric-rac. Et tu les achètes au tiers ou à la moitié, voire même plus que la moitié de leur prix, alors que c'était des bons joueurs et des joueurs qui étaient loués vraiment dans leur club avant. Donc tu peux pas te dire que les mecs ils vont venir, ils vont flopper. Et quand bien même, Ruiz, il a fait une année d'adaptation qui n'était pas évidente, même si moi j'aimais bien, je trouvais que c'était un joueur élégant. Et là, cette saison, franchement, il fait plutôt une saison moyenne réussite, tu vois, parce qu'il est quand même mis titulaire sur tous les grands matchs. Parfois, il peut passer à côté, mais moi, je trouve qu'il a fait plus de bonnes et de moyennes prestations, voire parfois des très bonnes prestations, que des prestations qui sont complètement catastrophiques, où tu as un joueur qui est censé être milieu un peu offensif, tu vois, avec des remontées de balles, etc., où le mec, tu le mets en milieu défensif, qui n'est absolument pas son type de jeu, quoi, voilà. Mais c'est ça en fait le problème, c'est comment ça se fait que quand tu as des mecs comme ça qui, avant qu'ils arrivent au PSG, tu sais tout de suite, tu as un avis extérieur sur le Paris Saint-Germain, n'importe qui a un avis extérieur en pensant ou en disant bah moi si je serais au club, je ferais comme ci ou je ferais comme ça. Et je pense que c'est dommage. Alors il y a Moscardo qui va arriver, mais c'est vrai que c'est dommage que ces mecs-là, qui sont soi-disant des dénicheurs de talent, ne dénichent pas réellement les vrais joueurs clés en question. Après, moi, je l'ai toujours dit, je pense que c'est cette vision-là du foot au PSG, je pense pas que ça va durer parce qu'à un moment donné, tu vas devoir surperformer. Je prends un exemple, il va y avoir la Ligue des Champions qui est une nouvelle réforme qui se transforme en Ligue. Ça va être les 8 premiers qui vont devoir passer et les places, ils vont coûter énormément cher. Je peux vous assurer que si sur ce mercato-là, il est pas bon et que le PSG, sur cette
nouvelle, on va dire, ligue européenne, ce nouveau format où on va devoir être forcément performant, ça reste la Ligue des Champions, où tu n'arrives pas à te qualifier dans les 8, où ça va encore traîner, parce qu'on va se dire, bah, il y a eu encore un problème sur le recrutement, les postes, ils n'ont pas été bien ciblés, etc. Ça ferait encore beaucoup pour quelqu'un, soi-disant, qui est forcément compétent. Et c'est ça que je comprends pas, en fait. C'est dans quelle direction, en fait, on travaille. Et j'espère qu'un mec comme Luis Enrique qui est arrivé, c'est tout ce qu'on réclamait, c'est un entraîneur, en fait, qui a la main sur son équipe et sur le choix de ses hommes, qui va pouvoir réellement décider avec le conseiller ou le directeur sportif et aussi Nasser qui peut des fois aider sur des dossiers, réellement cibler réellement les bons joueurs. Parce que c'est vrai que, comme on le dit Arthur ou comme beaucoup d'autres, on le dit tous, c'est pas notre argent, mais c'est vrai que ça fait mal quand même à la tête quand on voit qu'on a ce moyen financier, où on ne devrait pas trop se casser la tête, entre guillemets, à essayer de choisir les joueurs, parce qu'on sait qu'il n'y en a pas 20 000 qui peuvent performer en Europe et t'amener tout là-haut, où on devrait au moins avoir une liste de 5 joueurs où tu dis, voilà, ces gars-là, faut les faire venir parce que c'est, entre guillemets, le top niveau. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, on peut faire des petites trouvailles comme ça et tout. Et faire que des trouvailles quand tu vois qu'à la fin, Colomwani, Ramos, Kangingli, Asensio, ça va pas très loin, Skriniar. On l'a vu en Ligue des Champions, même s'il revient de blessure. C'est pas bon. Tenas, moi, très honnêtement, c'est un gardien que je prends pas, mais quand on apprend que on lui remet un coup de pied au cul, quand on dit qu'on va prendre un autre gardien, je comprends pas aussi. Bref, il y a toute une logique finalement, parce qu'on n'est pas dans le club et finalement, il y a rien à comprendre. Mais c'est vrai que ce que je demande, je pense que tout le monde souhaite ça, c'est un peu de sportif, un peu de justesse. Les vrais gars qui doivent arriver et qu'on arrête en fait d'entasser des mecs en fait qui n'ont rien à voir. Cheikh Ndour, tu l'as dit tout à l'heure, c'est un bon petit jeune. Du jour au lendemain, il a disparu. Il n'a jamais eu sa chance. Ugarte, c'est pareil. Hein, il fait une première partie de saison. Un gros volume de jeu. Du jour au lendemain aussi, il disparaît. C'est vrai que je ne comprends pas à la fin les choix des joueurs. Et si c'est que pour placer des hommes au PSG, que tout le monde finalement prend ça comme, autant le dire. Mais nous, c'est vrai que derrière, il y a la passion. Et c'est vrai que forcément, on est déçu, surtout comme tu l'as dit, un garçon comme Carlos Soler, qui avait un super rendement quand tu vois ce qu'il a fait cette année au PSG, euh, c'est incompréhensible. Mais moi, je vais te le dire pourquoi. Hein, parce que Cherendor et Ugarte, ils sont arrivés quand Enrique n'était pas encore là. Donc, en fait, si tu vas acheter des joueurs et que t'as pas. L'erreur, c'est d'avoir acheté des joueurs et de ne pas avoir encore de coach. Maintenant, si tu attends d'avoir un coach pour prendre des joueurs, bah, tu en as plein qui te filent sous le nez, tu n'as pas de joueurs et après tu prends les derniers couteaux qui restent en gros sur le marché et pourquoi pas, ou avec des panic buy, avec des mecs qui te survendent des joueurs pas terribles. Parce que voilà, donc je sais pas quelle était la meilleure solution. Et en vrai, chaque pendant a ses qualités, a ses défauts. Maintenant, on a quand même une équipe qui a fait le taf cette année. Et en fait, tu vois, là, on fait le bilan de Campos. Donc moi, j'ai envie de parler que de Campos. Mais on a quand même fait un mercato où tu avais tes pieds et mains liés parce que tu avais les plus gros salaires mondiaux qui étaient dans ton club, hein, des Messi, des Neymar, des Mbappé, des Marquinhos, Verratti, etc. C'est pas gratuit non plus. Après, tu fais un mercato avec une année de transition, avec un nouveau coach qui vient d'arriver, qui a déjà des joueurs qui sont pris dans le club, qui sait pas trop quoi en faire, ou c'était pas son truc, mais bon, écoute, voilà. Franchement, moi, je trouve qu'on s'en sort pas mal du tout, du tout, du tout. Et attention, aujourd'hui, au Paris Saint-Germain, tu n'as plus rien qui fuite. Et ça se trouve là, on n'entend rien, tu vois, parce que tout est hermétique. Aujourd'hui, quand tu as un joueur qui sort, soit il viendra jamais, soit il a déjà fait sa visite médicale, il signe dans la semaine. Tu vois, dans la semaine, Moscardo, Beraldo, Savanov, c'est sorti dans les médias en une semaine, c'était réglé. Ou allez, 2 semaines au pire des cas, parce que je crois que Moscardo, il y avait eu quelques histoires entre la blessure, le machin, le truc, ça dure un peu plus longtemps. Mais en gros, aujourd'hui, ça se passe un petit peu comme Solaire, Ruiz, c'était ça. Hop, nouveauté, bim, la semaine d'après, il avait signé. Donc voilà, donc attends, ça se trouve là, on n'entend rien. Mais d'un coup, tu as la machine Paris Saint-Germain, ça va être un rafle historique en termes de mercato Paris Saint-Germain. Et je dis une bêtise, ça se trouve, ça ne sera pas ça du tout. Mais ça se trouve, en 2 semaines, tu vas avoir Joao Neves, tu vas avoir Bernardo Silva, tu vas avoir Antonio Silva, tu vas avoir Lenny Yoro, on ne sait pas. Franchement, on ne sait pas. Et aujourd'hui, avec le Paris Saint-Germain, on est capable d'être surpris de tout. Et tu vois, ce qui est cool, en tout cas, cette saison, c'est que tu as une relation qui est tripartite, très intelligente. Et ça fait, je ne sais pas depuis combien de temps on n'a pas vu ça au Paris Saint-Germain, mais tu as la relation qui est top avec Campos, avec
Enrique, où ils ont une méthodologie où chacun réfléchit au poste, aux joueurs qui veulent, machin, de leur côté, et après ils se discutent. Et en fait, c'est les joueurs qui ont chacun coché de leur côté ou avec les qualités, les machins, les trucs, ils disent, OK, là on attaque. Donc, j'ai identifié des joueurs, je peux les avoir. Et là, en face, j'ai des besoins et c'est ça que je veux. Et là, ça match hyper bien. Et en plus, au milieu de tout ça, tu as Nasser, tu as tonton Nasser avec qui il s'entend très bien avec les deux. Il dit, tu veux ça? On va mettre l'argent s'il faut mettre l'argent. Voilà. Et ça, c'est beau. Et ça, on n'a pas vu ça depuis longtemps. Et encore une fois, tu vois, Endour, j'entends ce que tu dis. Maintenant, moi, j'attends de voir parce que Endour, c'est un milieu. Et il a planté en 5 minutes, je crois, ou un truc comme ça, là, l'autre jour. Il a planté 2 buts avec les Espoirs Italie. Donc, il en est capable. Voilà, si tu le fais jouer. Voilà, maintenant, après, c'est Mais peut-être un. après, John, comme je te disais, c'est du placement. Comment ça se fait que Ethan Mbappé, il peut avoir des heures de jeu, être dans le groupe pro, etc. et tout, et t'as un Sheikh Endour qui en plus a un poste important où on a besoin en plus de ces joueurs-là. Il n'apparaît même pas une fois, quoi. Bah, C'est ça qui. la question, elle est dans le titre, Laouni. C'est parce que Laouni, c'est parce qu'on cherchait encore à prolonger Mbappé. Et que Voilà. voilà, voilà. Après, moi, le jeune Ethan, j'aimais bien. Je l'aurais gardé, hein, personnellement. Mais je l'aurais prolongé, je l'aurais envoyé en prêt. Mais écoute, voilà. Merci, au revoir. Mais oui, je suis d'accord, cher Endour, à voir. Après, il y avait des histoires comme quoi il n'était pas assez athlétique ou qu'il manquait de trucs, etc. Voilà, moi, cher Endour, en vrai, il n'a pas signé pour 2 ans. Je le prends, je le renvoie en prêt et dans un club, dans un club de Ligue 2 où il aura du temps de jeu. Par exemple, Renato Sanchez. Je pense Hmm. que quand Campos arrive avec Christophe Galtier, il y a déjà ce manque en milieu de terrain. Il y a Jorginho, Wijnaldum, pardonnez-moi si je le dis mal, qui arrive, mais on sait qu'il va y avoir encore un joueur comme ça, un joueur trois poumons qui va devoir arriver. Et c'est vrai que quand tu es Luis Campos, à un moment donné, tu te dis que le mec va pouvoir quand même trouver ce joueur clé, ce fameux joueur phare, et il va te chercher un joueur qu'il a dans le catalogue de Jorge Mendes, qui connaît très bien un placement, Renato Sanchez, au Paris Saint-Germain. Il est indéniable, le joueur. Tout le monde le sait. C'est comme juger la qualité de Neymar au ballon. Le gars, il est monstrueux, on l'a toujours su. Mais par contre, les carences et les problèmes pépins physiques qu'il a, quand tu sais en plus les manques qu'on a au Paris Saint-Germain, on ne doit pas avoir de joueurs blessés, où lui, il est tout le temps blessé. Comment ça se fait qu'un directeur sportif de son standing, de son niveau, ou même si c'est quelqu'un de ton catalogue qui fait partie de ton écurie, tu te dis ce joueur-là, on ne peut pas le placer au Paris Saint-Germain. Il n'a pas le niveau. Avec le rendement, le nombre de matchs, de jouer tous les 3 jours, etc., il y a une feuille, il y a une tier list, hein, il n'y a pas besoin d'aller taper la data, etc. Tu ne rentres pas dans le quota Paris Saint-Germain. C'est pas possible. Et ben, ces mecs-là, ils ont été placés. Et quand on a vu à la fin, ça a donné quoi? Bah, c'est finalement quelqu'un qui est venu, où on a donné un gros salaire, où il y avait une espérance, c'est vrai, derrière. À la fin donnée, c'est flop. Et c'est pas normal que des gens comme ça, compétents, bah, ils font du travail comme ça. C'est pas possible. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Ça va couper dans quelques instants. Donc, n'hésitez pas. Merci Laouni d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et n'hésitez pas, voilà, à dire en commentaire aussi, voilà, ce que vous pensez du bilan de Campos. Est-ce que vous êtes convaincu? Est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez pour l'été prochain? Voilà. En tout cas, là, on a un coach et un directeur sportif, conseiller sportif qui semblent être en phase avec le président. Donc, on croise les doigts. Et puis, c'était notre bilan pour Luis Campos sur les 2 dernières saisons.